early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get me better warning, which makes me know where is the line, what's left to. On poursuit avec la cybersécurité. La cybersécurité, la cyberdéfense, hein, ça c'est voilà, un autre niveau. Hein. C'est un secteur que tu aimes bien, que tu maîtrises? Non, que je ne maîtrise pas, mais que je regarde. Comment on appelle encore? Qui quoi? Qui m'intéresse. Voilà, un secteur qui m'intéresse est tout à fait normal parce qu'il est question de notre sécurité globale. Parce que tout État aujourd'hui qui néglige ce secteur-là est vraiment vulnérable et n'est pas à l'abri d'attaques. Hein, on l'a vu. Si les grandes puissances n'ont pas été épargnées, hein, qu'en est-il de nos petits pays? Mais il y a toujours moyen quand même de se montrer résilient et de se parer à d'éventuelles attaques. Et c'est le cas du Sénégal. Je crois qu'il y a quelques quand même actions notables à souligner, comme le fait de pouvoir doter notre pays d'un grand data center, celui-là de Diamniadio. On reviendra d'ailleurs sur ce data center-là et sur son utilisation. Il serait sous-utilisé. Quel est l'avis de l'expert que vous êtes? Mais d'abord, pour parler de cela, évidemment, je pense qu'on a l'homme qu'il faut pour en parler. Un homme dont vraiment la parole dans ce secteur fait foi. Malick Fall, hein, depuis plus d'une vingtaine d'années, on va le dire, il est dans le secteur de la cybersécurité. Il y a fait pratiquement toute sa carrière. Il a commencé cette carrière-là en tant que IT manager chez Enfoct Afrique pour piloter une équipe ayant la charge de concevoir des produits de cybersécurité, firewall, hein? Firewall, voilà. Proxy, reverse proxy, serveur de partage universitaire, et à partir donc de solutions open source. Donc ça, c'est vraiment un tout petit résumé, parce que le CV, bon, je ne peux pas le lister sur ce plateau. Alors, Monsieur Fall, aujourd'hui, que vous inspire la politique du Sénégal dans le domaine de la cyberdéfense et de la cybersécurité en tant que fils du Sénégal, citoyen sénégalais, même si vous êtes établi à l'étranger, êtes-vous rassuré par les garde-fous érigés par notre pays? Très bien. Merci beaucoup. Merci encore une fois donc, pour cette opportunité d'échanger. Je vais préciser juste que je suis établi à l'étranger, mais je suis très régulièrement fourré au Sénégal. D'autant plus que j'ai une entreprise ici. L'essentiel de mes équipes sont là. Donc 80% de mes équipes sont à Dakar. Et puis nous travaillons énormément donc, au niveau sous-régional. Oui, donc je suis assez régulièrement là. Donc, et en attendant donc, le grand retour définitif. Rassuré par rapport donc, à la stratégie, effectivement, il y a des actes forts qui ont été posés par les différents gouvernements qui se sont succédés. Donc, effectivement, avec donc, la mise en place d'une structure en charge de gérer la cybersécurité, qui est logée à la présidence, la DCSSI, donc qui pose des actes assez forts et assez intéressants. On a eu effectivement le data center qu'on a voulu effectivement présenter comme l'élément fondateur d'une souveraineté numérique. Donc c'est quand même surgonfler donc l'intérêt de ce data center qui était quand même un acte important. Qui permettrait donc, qui devrait permettre effectivement de pouvoir garder, gérer les données donc au niveau local. Mais la souveraineté numérique est quelque chose de beaucoup plus important, beaucoup plus vaste. C'est un vaste débat donc on en est très très loin. Aujourd'hui, même les grandes puissances dont on parle, sur lesquelles on prend référence, ils sont très loin même de la souveraineté numérique. Je veux parler, par exemple, de la France. Jusqu'à maintenant, l'Europe est en train de parler de cloud numérique. C'est juste un petit pan donc, de la souveraineté numérique. Et jusqu'à maintenant, ils ne sont pas arrivés à cela. Donc, si l'Europe n'a pas vraiment ça, si la France n'a pas vraiment ça, avec un budget sur la partie cybersécurité qui avoisine le budget global du Sénégal, nous, on en est très loin. Il faut qu'on mette chaque chose à sa place. Quoi. Voilà. Ah, wow. Donc là, c'est un tableau qui fait peur. Hein? Effectivement. Nous, on pensait qu'on était un peu mieux lotis que beaucoup de pays africains avec le fameux data center de Diamniadio. Donc, c'est une réputation qui serait surfaite. Il y a encore beaucoup de... Il y a un peu de ça, mais il ne faut pas cacher sur les bonnes choses. Hein. C'est-à-dire que le fait qu'on ait quand même des data centers, il y a le data center donc, effectivement étatique qui a été mis en place donc, en collaboration avec la CNUM, qu'il faut saluer. Hein. C'est un acte important. Mais... Il y en a d'autres.
Hein. Il y a des opérateurs localement qui ont aussi des data centers tout aussi respectables, Free, Orange, etc., qui ont aussi des data centers très réputés et qui ont donc le niveau des data centers qu'on a l'habitude de voir donc au niveau aussi occidental, de très haut niveau. Maintenant, le data center, c'est un acte. Ce data center-là qui doit accueillir les données gouvernementales, les données donc, des administrations, les données de certaines entreprises, peut-être quand ils l'ouvriront donc, effectivement donc, aux entreprises sénégalaises. Au-delà de juste le mettre en place, il va falloir le sécuriser. C'est là où la cybersécurité vient apporter une vraie pierre donc, à l'édifice, donc, notamment en faisant le nécessaire de sorte que le data center lui-même donc, soit suffisamment protégé en termes de disponibilité, de continuité d'activité, en termes d'intégrité des données qui sont hébergées dedans, de confidentialité des données. C'est important de travailler donc, sur ces aspects-là et ne pas juste mettre les murs et mettre les équipements dedans. Ce n'est pas suffisant. C'est très loin d'être suffisant. Justement, en parlant de ce data center qui a été mis en place par l'État sénégalais, aujourd'hui, une entreprise sénégalaise qui peut être en désaccord, par exemple, avec l'État, ne peut pas avoir des risques à héberger ces données, justement, dans ce data center-là, dans le sens où, éventuellement, ces données peuvent être, entre guillemets, kidnappées ou encore refusées d'accès, parce qu'on n'est pas peut-être en entente avec, c'est-à-dire la vision de l'État ou encore... Il y a un code éthique, normalement. Oui, ça il ne faudrait pas que ça puisse arriver. Le stockage de ces données. Voilà, il ne faut absolument pas du tout que ça puisse arriver. Que ça puisse arriver dans notre contexte, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faudrait qu'il y ait effectivement des règles qui font qui feraient que, donc, effectivement, qu'une entreprise qui paye donc, une location dans un data center pour héberger ses données puisse accéder à ces données de façon convenable. Si l'État a un conflit avec cette entreprise-là, il a des moyens de régler ces problèmes au lieu de prendre en otage ces données. Donc, il y a des moyens juridiques, il y a des moyens qui peuvent être utilisés donc, par le fisc, etc., pour pouvoir gérer cette histoire-là. Mais absolument pas du tout. On n'a pas le droit de confisquer les données, de prendre en otage les données d'une entreprise ou d'une personne, quelle qu'elle soit. Alors, en 2022, on a eu notre stratégie de sécurité numérique, là, le fameux SNC. Mais aujourd'hui, 2 ans après, est-ce qu'il semble déjà assez, disons, archaïque quand on voit comment ce secteur-là connaît des mutations extrêmement rapides en un temps record? Oui, bon, la stratégie, en fait, ça devait se finir effectivement en 2022. C'est pas en 2022 que ça a commencé, c'est SNC 2022. L'objectif, c'était jusqu'en 2022. Quelle est la stratégie de la cybersécurité donc, du Sénégal? Malheureusement, depuis cette date-là, on n'en a pas une nouvelle. Heureusement, les objectifs et les ambitions qui étaient affichés donc dans la SNC donc 2022 dépassaient largement donc l'horizon 2022. D'autant plus que pour moi, à mon avis, il y a un travail donc d'inventaire, de bilan à faire donc de cette stratégie. Qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que les ambitions qui étaient fixées étaient les ambitions sont atteintes ou pas? Qu'est-ce qui reste encore à faire, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné, ainsi de suite. Mais je pense que, c'est à mon humble avis, effectivement, que tous les objectifs qui étaient fixés n'étaient pas atteints. Donc, je suppose que la stratégie qui devait s'arrêter en 2022 se poursuit avec les mêmes objectifs pour pouvoir atteindre tous les objectifs qui étaient fixés en attendant qu'il y ait une nouvelle stratégie. Et je pense que c'est une belle opportunité donc, de pouvoir faire travailler davantage de concert les services donc étatiques, donc la DCSSI, ainsi que donc le secteur privé, donc qui porte aussi une voie assez intéressante, par exemple comme optique, comme donc la coopérative numérique, donc qui contribue fortement donc à l'évolution de l'écosystème de façon globale de l'IT, mais aussi avec un pan très important sur la partie cybersécurité. Et ils sont demandeurs de cela. Et la DCSI, donc les autorités en charge de la cybersécurité, entendent aussi cette requête. Et je pense qu'avec cette nouvelle collaboration, ça permettra d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus fort en termes de défense, en termes de cybersécurité. Donc, si vous parlez un peu de cette attente-là légitime des acteurs d'être au moins consultés par les décideurs avant d'élaborer un tel plan, une telle stratégie, cela sous-entend que dans le précédent plan, dans la précédente
stratégie, vous n'avez pas été associé pleinement? Bon, moi, je n'étais pas là, en tout cas, par rapport donc, à Optique. Hein. Moi, je suis membre d'Optique, je préside aujourd'hui la commission donc, cybersécurité. Je n'étais pas là. Bon, en tout cas, quand le discours que j'entends, en tout cas, c'est une plainte qui dit qu'effectivement, ils n'étaient pas suffisamment associés. Ça, voilà, et ce n'est pas juste de la consultation, il faudrait que ce soit une co-construction. Voilà, parce que les directives qui sont données par les autorités en termes de cybersécurité vont avoir un impact fort, devraient avoir un impact fort dans le secteur aussi privé. On ne peut pas défendre un pays, protéger un pays en oubliant son secteur privé. Ce n'est pas possible. Donc il faudrait que ce soit de la construction, que les exigences qui sont données collent avec les réalités donc, de l'entreprise. Et parfois, on voit parfois des aberrations. Nous-mêmes, on le vit de façon assez régulière, notamment par exemple sur la localisation des données. Parfois, on a des discussions assez houleuses avec certaines administrations sur ces questions-là. Quand on voit que des administrations hébergent donc leur messagerie, par exemple, sur des clouds qui sont des clouds à l'international. Et par exemple, nous qui faisons de la supervision, quand on leur propose l'hébergement, donc de mettre, comment dirais-je, les logs qui permettent de superviser les plateformes, ils nous disent que les logs ne doivent pas aller à l'étranger. Voilà, et c'est quand on a les vraies données qui sont utilisées, les logs, c'est juste des traces qui permettent de dire quelqu'un est entré, quelqu'un est sorti, quelqu'un a fait ceci, etc. Il n'y a pas d'enjeu très très fort, aussi fort que les vraies données qui sont hébergées ailleurs. Les données sont ailleurs et puis on nous parle de logs. C'est des aberrations que l'on constate, c'est parce que tout simplement, peut-être il n'y avait pas suffisamment de concertation entre le public, le privé et les différents acteurs, en tout cas clés, dans le domaine de la cybersécurité pour définir des choses qui soient adaptées et applicables. Alors ce que vous dites là rejoint un peu la dernière intervention du président de la République, le nouveau président de la République du Sénégal, dans le domaine un peu de la souveraineté numérique et de la cybersécurité, de la cyberdéfense, quand il parle brutalement d'une meilleure politique, de la nécessité de doter le Sénégal d'une meilleure politique de protection des données gouvernementales. Absolument. Je pense que c'est ce que vous dites. C'est le même plaidoyer finalement. Parce que quand on voit des autorités utiliser des noms de domaine qui ne sont pas sénégalais, ça également, c'est alors que le point SN existe bel et bien. Complètement. Par exemple. Oui, non, mais ça c'est un problème, effectivement, et je pense que, bon, ils ont pris la question, j'espère en tout cas suffisamment donc, en compte pour pouvoir la traiter donc suffisamment. Voilà, donc il faut aller plus loin. Donc là, quand on voit les cartes de visite quasiment donc de nos autorités, la plupart c'est des Gmail, ce qu'il faut éviter. Donc il faudrait quand même que nos données donc d'État restent dans un environnement d'État qui soit suffisamment protégé. Il ne suffit pas seulement de dire il ne faut pas aller donc dans des Gmail ou des Yahoo, mais il faudrait, quand on récupère notre domaine, le gouv.sn là, donc la messagerie soit suffisamment aussi sécurisée. Il ne faudrait pas qu'on mette tous nos paniers dans tous nos œufs dans le même panier et que le panier soit troué, quoi. Donc ça pose problème, ça posera plus de problèmes. Donc il faudrait vraiment donc sécuriser donc cette messagerie qui doit être utilisée. Quand je dis sécuriser, c'est en termes des critères de sécurité. Il faudrait que ce soit disponible. Quand le président veut envoyer un message à un de ses ministres ou le Premier ministre doit envoyer un message à un de ses ministres, il faudrait qu'il puisse le faire. Il ne faudrait pas que la messagerie tombe tous les 4 matins. Ça, il faut le gérer. Il faudrait que ce soit aussi sécurisé en termes de confidentialité. Il ne faudrait pas qu'un admin, moi je suis administrateur de la messagerie, parce que la messagerie n'est pas chiffrée, n'est pas protégée en termes de confidentialité, que les échanges secrets, les échanges confidentiels qui se font entre différentes autorités, que je puisse aller les consulter parce que j'ai accès en tant qu'administrateur à la messagerie. C'est important de traiter ce point-là. C'est vraiment vital parce que voilà, donc on ne se protège pas des autres seulement. Parfois, le verre peut être dans la pomme, quoi. Donc, voilà. Il faudrait également que ces données-là soient intègres, qu'on évite effectivement ce qu'on a mettre les dispositions nécessaires, organisationnelles et techniques, qui permettent d'éviter effectivement les problèmes qu'on a eu à rencontrer récemment. Donc, en 2023, si je ne m'abuse, on a eu beaucoup d'attaques. Beaucoup d'attaques, oui. Avec la RTP, je beaucoup pense. Beaucoup d'attaques. Il y a eu beaucoup de sociétés qui ont été attaquées, des domaines... voilà. Et ça, effectivement, il faut mettre les moyens de protection de ces infrastructures, de sorte que ces attaques ne puissent pas prospérer vite.
Le risque zéro n'existe pas, mais il faudrait pas que, voilà, que n'importe quel clopin puisse entrer dans le système d'information. On se protège jusqu'à un certain niveau. Certes, il faut s'arrêter à un moment donné. Voilà, quand on met nos murs pour protéger la RTS, c'est pour se protéger donc du petit voyou qui passe à côté, qui pourrait entrer, puis qui est un truc, quoi. Mais si, effectivement, un bataillon armé est là pour entrer, il entrera. D'accord? Donc, mais ne pas faire, c'est pas une excuse pour ne pas faire donc les murs. Donc, voilà. Justement, aujourd'hui, les GAFAM utilisent vraiment, c'est-à-dire mettent tous les moyens pour sécuriser, on va dire, les données personnelles, vraiment à coût de milliards de dollars pour pouvoir protéger les données. Alors aujourd'hui, est-ce que le Sénégal est prêt à justement héberger ces données-là et justement surtout protéger ces données-là pour éviter toutes ces attaques? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, on a connu une succession d'attaques en 2023. Oui, je pense qu'il reste à faire, hein, beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire donc pour pouvoir aller donc, dans la sécurisation des infrastructures, dans la sécurisation des applications qui sont sur les infrastructures avant d'arriver aux données qui doivent être aussi sécurisées. Donc effectivement, il y a un travail de longue haleine à faire pour pouvoir arriver donc, à ce niveau-là et pouvoir prétendre à un niveau de sécurité qui avoisinerait donc ces GAFAM qui, par ailleurs, hein, donc, ne sont pas forcément des chevaliers blancs. Donc, effectivement, ils peuvent les protéger, mais ils les consomment très fortement donc, et les utilisent parfois donc, à l'encontre même des intérêts de nos vous avez parlé pays. on parle de souveraineté numérique hein, de façon globale. L'Afrique, dans sa globalité, aujourd'hui, est impuissante face à ces GAFAM, alors qu'au moins ailleurs, on essaie un peu de temps, soit peu, de les contrôler, qu'il y ait une collaboration beaucoup plus franche. On a vu comment, par exemple, le Parlement de l'Union européenne a convoqué, en tout cas, le responsable chef, hein, le fondateur de Facebook, hein, Zuckerberg, qui a quand même déféré à cette convocation. Mais c'est clair que cela est impensable de voir un jour Zuckerberg, par exemple, au siège de l'Union africaine. C'est vrai que chaque État pris isolément est faible, mais est-ce qu'il y a une possibilité de doter le continent d'une politique globale? Ce serait intéressant. Donc, voilà, une collaboration, une fédération des forces, c'est ça qui ferait la différence en réalité. Parce qu'effectivement, le Sénégal, quand tout à l'heure on parlait de la stratégie SNC 22, dans cette stratégie, la stratégie est dotée d'un budget de 3 milliards, quelque chose de ce genre. Mais quand on le compare par exemple à la France, seulement sur la cybersécurité, elle est à 40 milliards d'euros. Les États-Unis, n'en parlons pas. Donc, 700 et quelques milliards de dollars. Donc, la comparaison est difficile. Donc, tout petit comme nous sommes, effectivement, si on veut rester chacun dans cette stratégie locale que pour nous, on sera très faible. Donc, il faut l'avoir, cette stratégie, parce que aussi, une souveraineté aussi, c'est d'abord national, mais il y a une porosité donc, des frontières numériques qui font qu'il faudrait une forte collaboration pour aller plus loin et plus fort. Parfait. Merci beaucoup, M. Fall. Je vous en prie. Dernier conseil? Bon, très rapidement, en 30 secondes. Voilà. Faire travailler le public et le privé, et puis mettre les bons hommes à la bonne place. Voilà. Très bien. Et vivement un retour définitif au pays. Au Sénégal. On ne veut pas de cerveau. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Aline Benrakal, merci de m'avoir accompagné. Tu m'as même manqué. Hein. Coach Chandara, merci beaucoup. À demain pour une nouvelle capsule gymnastique. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dès demain. 6h30 pour un nouveau numéro de Kinkiliba. En attendant, prenez soin de vous en compagnie des programmes de la RTS. Bonne journée à notre premier invité. C'est vrai, bonne journée à Sophie, c'est vrai.